Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les étudiants de l'IEX qui nous rejoignent pour cette deuxième journée de cette semaine de Mastercamp que j'organise donc avec l'IEX autour de l'innovation, l'entrepreneuriat. Cette idée aussi d'aller documenter des nouveaux processus, de faire des rencontres aussi avec toute une série de gens. On en a déjà eu deux rencontres hier, on en aura encore deux aujourd'hui sur des thématiques qui sont très différentes, mais qui font partie intégrante de ce que sont aujourd'hui les métiers de la communication, du marketing, de la publicité, du monde des médias en général, puisque ce sont forcément des univers qui se côtoient, qui interagissent beaucoup et qui évoluent très vite aussi. Et donc c'est un peu l'intérêt de cette semaine-ci qu'on organise en partenariat avec NetExplo. NetExplo qui est un organisme, un observatoire indépendant de l'innovation qui est basé à Paris, qui travaille avec l'UNESCO entre autres. Et donc à la fois l'IEX et à la fois NetExplo collaborent pour faire du spotting d'innovation. Vous pouvez aller voir ça sur le site de netexplo.org. Alors, qui rapplique tout dans le chat. Salut Blockgenie, salut 19 Rope. Simor, bonjour. Il y a Matt qui est là, salut Matt. Lauré, bonjour, bonjour. On va laisser un peu de temps. On va laisser un peu de temps à tout le monde de rappliquer Wiki ici aussi. Et c'est encore le petit déj qui se fait derrière. Bonjour tout le monde. Alors, un peu vulgaire, perso. Mange tes morts. Ouais, c'est pas... Moi, quand j'ai mal, mes enfants me disent mange tes morts de temps en temps, et puis moi, j'essaie de faire le jeûne et j'utilise aussi l'expression, ça passe pas. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça n'importe comment. Salut Price, salut tout le monde. Bon, je pense que l'essentiel des étudiants sont là. On va pouvoir accueillir notre invité du jour. Salut Amélie. Comment tu vas? Je vais bien, Bien, merci. bien dormi? J'ai bien dormi. Non, je suis bien ici là. Depuis lundi, on est bien posé. Déjà fait un premier call ce matin avec des clients. Ouais, mais je suis quelqu'un de hyper pro. Et moi j'ai fait ma chronique ce matin aussi sur LN24 C'est avec vrai. une coupure de courant au pire des moments, c'est-à-dire à 2 secondes avant la prise d'antenne. On bascule en 4G et puis on relance les trucs. Et finalement ça s'est bien passé. Donc voilà, vous pourrez la revoir. Je la reposterai cet après-midi pour ceux que ça intéresse. J'ai parlé de la chronologie des médias. Voilà. Comment tu vas là? Bah écoute, je suis prête. Balance les questions. Balance les questions. On va évidemment discuter de ce que tu fais, de qui tu es, de ton parcours, un petit peu d'où tu viens, et puis surtout ce que tu fais aujourd'hui. Et moi, c'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à t'accueillir. C'est pas la première fois qu'on fait des trucs ensemble en Mhm. ligne avec des étudiants, ce genre de choses. C'est la première fois qu'on le fait de cette façon-là, évidemment, mais parce que tu as une approche de la customer experience. On va utiliser beaucoup de mots d'anglais, mais voilà, c'est comme ça, parce que c'est le langage business dans lequel on travaille. Notamment que tu travailles beaucoup avec des Flamands, tu travailles beaucoup en Flandre, avec des boîtes flamandes, Ouais. à Bruxelles, et donc forcément c'est multilingue, et la lingua franca de tout ça, pour ne pas se tirer dans les pattes, ou qui est de, voilà, tout simplement c'est l'anglais. Et puis ça t'ouvre aussi des portes à l'international, Tout à et fait. on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez... Salut Chaos, la talentueuse et merveilleuse Amélie. Oh. Il y a Mathéouche Ah, qui... Mathéouche. Merci, mec. euh, évidemment, on va montrer un petit peu ce que tu fais et ton site, mais Tada. tadam, comment t'en es arrivé, et on va revenir un peu sur ton parcours, hein, mais comment t'en es arrivé à, à faire une homepage où tu as une bulle de chewing-gum et une casquette de golfeuse c'est, on va en reparler, mais ça fait partie de la customer experience que tu procures aux gens qui arrivent sur ton site. Ouais. C'est évidemment réfléchi. Euh, tu viens d'où en fait? C'est quoi ton parcours? Je vais pas te demander ta quel âge, il paraît que ça se fait pas, Bon, mais quand même un peu. Euh, d'où tu viens? C'est quoi ton parcours? je suis très à l'aise avec mon âge. Je trouve que vieillir, c'est génial. Ok, J'ai comme ça, 37 ans. on est deux. Et alors, j'ai étudié l'économie, le business, parce que je savais pas quoi faire d'autre. Mhm. C'était horrible. Je suis sortie de là, j'ai pas trouvé de travail. Et à ce moment-là, c'était en 2009, j'ai eu une idée de lancer un stop motion pour me faire Ok. remarquer. J'étais vraiment dans le désespoir. Pas forcément dans la créativité à ce moment-là, mais Ok. l'urgence est la mère de la créativité. Du coup, j'ai fait cette histoire et j'ai eu la chance de commencer dans une agence web où Ok. j'ai dû apprendre tout de A à Z, du coup, parce que mes études n'avaient servi à rien en soi. Parce qu'on n'apprenait pas ça à l'école. Mhm. Est-ce qu'on l'apprend aujourd'hui? Je ne sais pas. Et donc,
J'ai commencé là-dedans, je suis tombée complètement en amour de ce truc digital. C'était un tough love. Au début, vraiment, c'était compliqué d'apprendre tout, mais j'ai vraiment adoré. Et puis, j'ai continué en tant qu'employée à aller dans des grosses corporations, puis des toutes petites boîtes. Donc, j'ai pas mal bourlingué. Et ensuite, j'ai rencontré le consulting. Ce qui tombait bien parce que soit on me disait, alors, est-ce que vous êtes vraiment sérieuse? Vous êtes un peu un job hopper parce que je passais d'un travail à l'autre. Oui, t'as fait 5 boîtes en 7 ans. Un truc Ouais, de genre, voilà. okay. Et donc, ça pouvait à l'époque manquer un peu de sérieux dans les apparences. Mais bon, pendant toutes ces années, j'ai développé énormément de connaissances dans le digital, dans le marketing spécifiquement, parce que j'ai intégré des départements marketing pour développer le digital à l'époque. Très vite, je me suis rendu compte des problèmes de collaboration, parce que changement, résistance, des gens, tout simplement. Et puis, le consulting, ça a été une révélation, même si ce n'est pas forcément un environnement très simple non plus pour évoluer. Bon, c'est très masculin, puis il y a beaucoup de règles, il faut suivre des comment on appelle ça, des templates, des frameworks, enfin, c'est très très guidé. Et puis, mais le gros avantage, c'est que là, on peut faire autant de clients qu'on veut, on a autant de projets qu'on veut, et ça, c'est vraiment très enrichissant. Mon expérience, on a grandi au fur et à mesure de mes différentes expériences. Et puis ça a commencé à devenir cool d'avoir beaucoup d'expérience. Je m'en suis rendu compte et je me suis rendu compte que mon profil avait il y avait un intérêt pour mon profil sur le marché, sauf que j'étais personne en fait. J'étais la petite nana qui travaille dur, un des feedbacks qu'on me donnait souvent, c'est essaie de communiquer en interne sur ce que tu fais, montrer un petit peu, essaie de participer pour montrer, parce que là on te voit pas, donc en fait on va pas t'augmenter en fait. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, ouais, bien sûr. Mais c'est des choses sur lesquelles tu travailles beaucoup aujourd'hui. Et c'est important. Et on va en reparler. Du coup, tu vois un peu le truc. Et donc, à un moment, je me suis dit, peut-être que tous ces feedbacks, il faudrait peut-être que je les suive. Sauf que comme je ne trouvais pas ma voie en tant qu'employée, je me suis dit, je vais y aller toute seule. Et je vais communiquer, je vais partager mes idées, parce qu'en fait, mes clients ont l'air contents de mes idées. Les gens s'intéressent, me posent des questions, donc je vais voir un petit peu ce que ça fait de partager mes idées en vrai sur les réseaux sociaux. Et puis c'est aussi une question de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. Enfin, c'est un peu cette dynamique-là. C'est parfois le syndrome de l'imposteur qu'on va confronter en faisant réellement les choses et en s'appliquant à soi-même les bons conseils qu'on donne aux autres. C'est exactement ça, parce que je me suis dit, toutes ces méthodes que moi je veux appliquer, je vais me les appliquer à moi-même et on va voir si ça colle. Si ça marche, alors c'est bon, j'ai ma carte de visite, elle est faite. Okay. Et donc, j'ai avancé comme ça et j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn. J'ai créé une newsletter, j'ai créé un podcast où je parle... ça évolue beaucoup, évidemment. Là, j'avais lancé ça en janvier 2020. Genre 2 mois avant la pandémie. Ouais, vraiment, j'étais inspirée sur ça. Évidemment, ça a pris des mois de préparation parce que, il y avait les préparatifs. Je ne savais rien faire de tout ça, je n'avais jamais fait, donc j'avais peur, évidemment. Et puis, il y avait aussi... Donc là, il y avait la préparation mentale aussi de se faire. Je vais m'exposer, j'ai peur, comme si les gens m'attendaient, allaient me jeter des cailloux, je ne sais pas. J'avais plein de croyances, il a fallu. Et puis, ça a commencé. Et j'avais déjà un petit réseau qui m'a soutenue. Et après, la crise est tombée, donc là, j'ai plus de travail, plus rien. Enfin, c'était la catastrophe. Mais donc, j'ai eu beaucoup de temps pour m'impliquer, pour développer un max cette histoire de contenu. Et là, je suis vraiment venue avec une stratégie de contenu pour me rendre visible, pour trouver du travail, sortir de ma petite crise en plein Covid. Et ça a marché. J'ai été patiente, mais ça a marché. J'ai trouvé des clients, etc. Cool. On va explorer ça tous ensemble. Je rejette un œil dans le chat. Salut Raph. Salut Matt qui est là aussi. C'est cool de vous avoir là. N'hésitez pas, si vous avez des questions à Amélie. Évidemment, ce plongeon dans le grand bain du « Ok, je vais assumer qui je suis, ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire ». Ça ne s'improvise pas, tu l'as dit, tu as beaucoup réfléchi. Ce brand content, mais de ta personne, t'en parles avec ton psy de temps en temps. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent en disant
Enfin, qu'on pose souvent, non, mais c'est un peu schizo, quoi. C'est de dire, je prêche pour une forme d'humilité et surtout comprendre que tout seul, on n'est rien. Mais en même temps, si tu n'assumes pas ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, bah, comment tu veux que les gens le sachent? Ouais. Donc, tu es obligé de montrer. C'est, c'est, euh, Ça, c'est quelque chose sur lequel tu travailles dans ta façon de fonctionner. Dans les vidéos que tu fais, notamment sur LinkedIn, je pense que c'est LinkedIn qui est Ouais. c'est ta plateforme de prédilection. À fond. T'as pas peur de t'exposer, tu montres ton chez toi, tu montres. Enfin voilà, on voit un peu le behind the scenes. C'est pas forcément toujours facile, ça. Non. En fait, je me suis bien entourée dès le départ. Mhm. J'avais donc une idée, je savais à qui je voulais, enfin, qui était mon audience. J'avais des objectifs clairs, je savais ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire. Ouais. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir travaillé 10 ans avant, en fait. Mhm. Donc ça, j'avais pu mettre ça au point avec ma psy avant. Et puis, comme j'étais pétrifiée de m'exposer, etc., j'ai demandé conseil à un créatif avec qui j'avais bossé, Alexandre Gilmar, qui Mhm. m'a... Et donc, je me souviens lui avoir envoyé quelques slides en disant, ça, c'est un petit peu mon mood et ça, c'est ce que je veux faire. Mhm. Il est revenu avec une idée. J'ai fait, tu sais quoi, en fait, je vais juste te suivre. Ok. Et on va juste aller... et il m'a... Voilà, il a fait les visuels, il a fait le site, enfin... Incroyable. Et j'ai juste suivi, j'ai pas donné de feedback en fait. J'ai juste dit oui, ok, on fonce sur ton idée. Et comme il me connaissait, etc., et puis qu'il est fort dans ce qu'il fait, de toute évidence, Mhm. ben donc c'est lui qui a fait les visuels, l'identité quoi. Après, le site a évidemment beaucoup évolué, ça fait 2 ans maintenant. Mhm. Mais en tout cas, c'est lui qui a créé le branding et qui m'a mis à l'aise avec ses photos de Bubblegum et puis les photos qu'on voit après sur mon blog. Euh, Je pense que c'est le même pull. Ouais. Mais alors, ce pull, je l'ai partout. Je l'ai partout. Mais c'est bien, c'est comment on appelle ça, du brand legacy, ou je sais Ouais. pas. Après, j'avais le pull avant de. Tu vois, Ok. je me suis pas fait une garde-robe pour mon branding. Mais... Donc voilà, le fait d'être bien encadré et d'avoir le soutien dès le départ d'un vrai pro, ça m'a aidé. Voilà, encore une autre photo de lui. Mhm. Et donc. Ça m'a mis en confiance, tu vois, pour me faire Ouais. mon premier pas. Et Mhm. après, ben, à force, c'était de toujours faire un pas vers, voilà, de commencer, de poster un truc, de me prendre un bid, de relativiser, de poster un autre truc, de me prendre un bid, de Mhm. relativiser, d'apprendre. Puis après, il y a un truc qui fonctionne. Ah, cool, un indice. Ça va, Mhm. il y a des gens qui aiment ça. Et donc d'apprendre, et c'est très, ouais, c'est quelque chose qui rend humble hein, de s'exposer en fait. Parce que c'est ça Mhm. la contradiction en disant ouais, mais ça Complètement. va l'ego trip, mais en fait c'est pas simple de Mhm. s'afficher comme ça. Donc au cas où je me prends la tête, t'inquiète pas, je me prends un beat derrière qui me remet direct au niveau. Et c'est vraiment une attitude, le test and learn en fait, Mhm. qu'on peut évidemment prêcher en entreprise sur des produits, sur des services, sauf que bah, quelque part on est notre propre produit, c'est notre propre carrière. Ouais. Alors avec un peu de bouteille euh, en amont, mais c'est valable aussi, et là je m'adresse aux étudiants de l'IEX, c'est valable aussi quand on démarre, parce que vous avez déjà une audience en fait. Chers étudiants. Évidemment, vous produisez déjà des contenus puisque vous êtes actifs sur des réseaux sociaux, vous êtes actifs sur des plateformes, vous produisez déjà des contenus, vous êtes déjà en contact avec des professionnels, donc en fait, vous êtes déjà dans votre vie professionnelle. Mhm. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs. Ouais. Parce que c'était sans doute une des grandes hérésies des réseaux sociaux, c'est de faire croire que c'était notre vie privée, alors que ça n'a jamais été. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on diffuse, tout ce qu'on met en ligne, bah, dit des choses de nous, évidemment. Et donc, il n'y a pas le choix, il faut les assumer. Même si de plus en plus, ce qui s'est passé il y a 10 ans ou il y a 15 ans, même si on est avec une cravate, la tête à l'envers, bah, ça passe à partir du moment où on l'assume. Ça, c'est les contenus safe. Mais ça dit des choses de nous. Oui. Voilà. Et ça, il faut l'assumer. C'est votre propre carrière que vous êtes en train de vous construire. Tout ce que vous publiez dit des choses de vous, en fait. Et là, il y a moyen d'appliquer des techniques qui étaient peut-être réservées aux grandes marques ou aux grosses entreprises à soi-même. Ça, c'est faisable. Oui, parce qu'en fait, ça va être les mêmes règles pour tout le monde. Quel que soit l'objectif qu'on a, que ce soit créer une communauté pour partager des idées fortes, que ce soit pour vendre un produit, un service, franchement, peu importe l'intention, il va falloir s'adresser à des gens. Mhm. On fait attention à qui on parle. Dans la vie, si on veut communiquer avec quelqu'un, faut faire, voilà, c'est un échange, il faut être attentif, il faut poser les bonnes questions pour être sûr de comprendre et d'avoir quelque chose de constructif. Ça va être la même chose pour une entreprise ou pour
une personne toute seule comme moi, de mettre en avant des sujets communs, de comprendre comment on peut aider l'autre d'une manière ou d'une autre, si c'est l'intention qui est derrière, et essayer de se montrer authentique. Alors ce mot commence à être un petit peu galvaudé, mais en même temps, c'est ça le truc, c'est d'être honnête, en fait. Finalement, l'authenticité, ce qu'on essaie de mettre... soyez honnête avec vous-même et avec les personnes en face, et c'est ce qu'on recommande. Alors c'est peut-être plus évident quand on est tout seul de le faire, parce qu'on ne doit pas discuter et se mettre d'accord avec plein de gens pour savoir ce que c'est que l'honnêteté et ce que c'est que l'objectif derrière. Mais finalement, ce sont les mêmes outils et les mêmes logiques. Oui, et si tu n'es que dans la vente de toi-même, tu n'es qu'un vendeur de tapis, en fait. Se mettre en réseau, c'est peut-être et avant tout attirer l'attention sur les autres. C'est en définissant en fait les autres qu'on se définit soi-même quelque part, en nourrissant son écosystème. On reviendra sur ta newsletter et ton podcast, parce que c'est des expériences de production de contenu intéressantes aussi. Mais aujourd'hui, au quotidien, avec les entreprises avec lesquelles tu bosses, la notion de CX revient partout dans ton CV, sur LinkedIn, etc. Comment est-ce que tu définis aujourd'hui cette Customer Experience ? Eh bien, pour moi, c'est un ensemble d'outils qui aident à collaborer et qui permettent de délivrer des solutions qui sont orientées vers l'humain, qui sont orientées vers le client, Customer Experience. Et voilà, de manière complètement humaine et tournée vers l'humain. Et le client, c'est aussi bien le client d'une boîte qui cherche à vendre un produit ou un service, mais aussi le client interne. Oui, il y a donc la collaboration, des méthodologies et du mindset. Et dedans, on retrouve l'humain. Donc l'humain, c'est les gens dehors, c'est les gens dedans. Dès qu'il y a des gens, dès qu'il y a des gens, CX, ça marche. Ok. Et avec un focus, et ça on en reparlera après, à essayer de l'empowerment, on va dire ça comme ça, des femmes. C'est important. Oui, alors c'est important pour moi parce que ça fait 12 ans maintenant que je travaille. Ça n'a pas toujours été évident d'être une meuf dans le business. Et du coup, j'ai développé beaucoup d'empathie pour les autres nanas parce qu'en fait, on est rarement tout seul dans sa situation. Et je sais que la situation des femmes dans des milieux où les hommes sont vraiment... majoritaire, ça peut causer des problèmes de confiance, ça peut causer des doutes et ça ne nous aide pas à avancer dans la vie. Donc moi, j'ai trouvé des outils, j'ai réussi à me sortir de cette situation et j'aime bien pouvoir aider les femmes. C'est pour ça que j'ai aussi intégré une communauté de femmes exclusivement, Women in CX. Okay. Et c'est vraiment mon rôle. J'anime d'ailleurs les solopreneurs pour que tout le monde se sente bien d'évoluer dans son travail et avec la confiance qu'il faut, quoi. Cool. Quand tu travailles avec tes clients aujourd'hui, tu viens avec une boîte à outils, tu viens avec des processus, tu viens avec des workflows, tu viens avec quoi en fait ? C'est quoi ton délivrable à toi quand tu arrives en tant que consultante externe, puisque tu as beaucoup de clients, tu viens à chaque fois dans des boîtes qui ont des problèmes différents, qui ont des personnalités différentes, qui ont des objectifs différents. Parfois avec des institutions. Je ne sais pas si tu travailles aussi avec des entreprises publiques. Non, jamais fait ça. Voilà. Parce que là, les objectifs sont parfois un peu différents, mais en tout cas, en termes de rentabilité. Tu viens avec quoi en fait ? Tu dis, alors coucou, bonjour, je vais vous apprendre à pas vous taper sur la gueule. C'est quoi la façon de fonctionner ? Moi, souvent, j'arrive coucou, je viens pour vous aider à passer à l'action. C'est un peu ça le principe. Et donc, la boîte à outils, ça va être... je finis toujours par faire du sur-mesure parce que ça met tout le monde à l'aise, en fait. Mais les principes et les problèmes restent régulièrement les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre c'est quoi le problème. Donc, la première boîte à outils, c'est plein de questions pour comprendre. Premier outil. Ensuite, c'est d'avoir une vision d'ensemble pour pouvoir casser les problèmes en petits bouts. Okay. Et une fois qu'on a des petits bouts, on commence à les attaquer et on peut passer à l'action. Donc, c'est vraiment toujours ce principe-là. Si vous voulez manger une baleine, il faut d'abord la découper en carpaccio. Voilà. Et après, ça passe tout seul, en fait. Okay. Ou presque. Mais donc, vraiment, l'idée, c'est toujours de casser le problème en petits morceaux et puis de prendre un bout et s'y attaquer ensemble. Voilà, ça va être ça. Donc, j'ai pas de super framework avec un super slide, machin. Je suis pas de ce genre-là parce que dans la boîte à outils, je te dis, c'est des questions. Après, je finis toujours par faire des plannings et des méthodes de travail qui sont liées à la gestion de projet, la gouvernance et puis le coaching, quoi. Le coaching, c'est un outil, le coaching que j'ai découvert en 2017. Ça a changé ma vie au travail, de me rendre compte à quel point poser les bonnes questions, pouvoir poser un cadre dans les discussions et comprendre comment les autres fonctionnaient
comment étaient mis leurs objectifs, etc. Les aider aussi à avancer parce qu'ils ont les propres solutions et parfois ils ne le savent pas encore. Avancer dans ce genre de choses, ça change un projet drastiquement, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle faire de la maïeutique. Voilà, écoute, je ne connaissais pas ça. C'est la science, enfin la science non, c'est ce qui principe de faire accoucher voilà. en grec ancien. Voilà. Ah bah voilà, donc c'est ça. C'était magique. Je me suis dit ça va faire partie de ma vie. Je ne fais que de développer ça depuis 2017 d'ailleurs. Okay. C'est intéressant parce que quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'on accompagne des porteurs de projets, poser les bonnes questions, ça aide aussi à faire en sorte que les réponses, ils se les approprient en fait, parce que c'est leur solution. C'est pas toi qui viens avec les solutions. C'est eux qui font émerger leurs propres solutions. Et là, effectivement. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux parler de tes clients ou si tu peux parler d'expériences que tu as vécues avec tes clients. Si tu dois résumer quelque part un processus qui prenait peut-être parfois 6 mois, le lancement d'un produit par exemple ou ce genre de choses, c'est qu'est-ce qui fait ce grand changement pour non seulement raccourcir le délai mais mieux délivrer? C'est ça l'objectif. C'est quoi? C'est la documentation de ces processus-là? C'est le fait de mettre ça par écrit en données ou dans des slides, pas des decks de 50 mais 4-5 slides en disant voilà, ça c'est le pense-bête, c'est le truc à vous remettre en nez parce qu'il n'y a rien à faire. Une habitude, ça se prend pas en 2-2, ça prend du temps. Oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a celui d'accepter qu'il y a un souci, de voir comment on peut le corriger ensemble, que tout le monde soit relativement d'accord ou en tout cas suffisamment curieux que pour tester. Et donc il y a pas mal de tests à ce moment-là. La documentation, on y va, voilà, on documente les erreurs et les voilà. Mais c'est sûr que je passe pas 50 000 heures à faire des PowerPoint, sinon c'est pas compatible avec l'action. Et comme mon travail est beaucoup orienté sur la collaboration. En effet, une fois qu'il y a un truc qui marche, bam. Documenté de manière très brève mais très pragmatique pourquoi ça a marché quoi. Voilà, pourquoi ça a marché, ce qui fonctionne et voilà, maintenant on a trouvé le raccourci, allons-y. Mais en effet, l'objectif est toujours de raccourcir les délais pour délivrer des solutions et de faire en sorte que les gens c'est pas le fait qu'ils s'aiment bien, mais en tout cas qu'ils apprécient de collaborer ensemble, quoi. Tu utilises un peu les neurosciences, ce genre de choses? Ouais, je suis hyper passionnée par ça. J'adore. Alors, utiliser, c'est toujours, c'est dans les méthodologies de coaching, quoi. Mais c'est sûr que ça, je peux geeker pendant des heures à ce sujet-là. Tous les livres que je lis ces derniers mois, ce n'est qu'avec ça. Mais ça aide à comprendre les différents types de personnalités, parce que voilà, on est tous différents, très clairement, mais l'être humain étant ce qu'il est, on est quand même relativement sur des typologies qui peuvent être, après c'est plus fin que ça, mais on a tous des grandes orientations qui peuvent se retrouver chez les uns et chez les autres et qui font qu'on réagit différemment à certaines situations. Parfois, voilà. Donc, franchement, les neurosciences, si vous en avez l'occasion à en donner, allez faire un tour, vous reconnaîtrez. Ah ouais, on est des créatures fascinantes. Alors, je pense que Matt a posé la question aux étudiants de savoir est-ce que vous êtes d'accord quand moi je dis que vous êtes déjà des producteurs de contenu, parce que est-ce que vous n'êtes pas plus des consommateurs de contenu que des producteurs de contenu? Personnellement, la peur du jugement et le fait que je ne me sente pas légitime me freine à publier mon contenu, donc j'en consomme principalement pour le moment, nous dit Laurie. Ça, c'est un syndrome... Je te comprends, Laurie. Je te comprends. Ça me revient encore maintenant. Ça fait 2 ans que je poste tous les jours. J'ai une audience. Je me prends franchement plus trop de bides maintenant. Enfin, plus des géants, genre où j'ai personne qui interagit sur mes trucs. Ça m'est arrivé pendant au moins plus de 6 mois. Mais ça me fait encore peur aujourd'hui parfois parce que d'un coup, j'ai envie de partager une idée nouvelle ou un point de vue, je sais, qui est un petit peu différent de la masse et à chaque fois, je me rends compte que voilà, je suis stressée avant de cliquer sur publier. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand j'ai ce petit stress, c'est que je me montre, c'est que là, je suis vraiment honnête. C'est que là, je suis vraiment authentique et que là, tu prends un risque. Je prends un risque et en général, ça paye parce que ça rend les gens curieux. Parce que je ne suis pas lisse, parce que j'ai un avis spécifique et que ça interpelle et ça engage le débat. Donc, je comprends tout à fait cette peur, mais en même temps, cette petite émotion, essaie de l'utiliser comme un propulseur. Ouais, je pense que le jour où tu n'as plus peur d'appuyer sur Publish, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu te fais chier. Probablement, pense, ouais, probablement. Tu es juste en train de remplir les tuyaux, quoi, en fait. Ouais, je pense aussi.
Alors, tac. Donc, vraiment pas avoir peur de ce sentiment de... Alors évidemment, son premier tweet, il est toujours perdu, il n'y a jamais personne qui l'a entendu, mais c'est pas grave, ça vient avec l'habitude. Oui. Là aussi, on parlait des habitudes, c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Ah ouais, et ça, c'est un sujet là, qui passionne tout le monde, mettre des nouvelles habitudes, commencer ceci, et puis se mettre cela. On est en début d'année, donc je suis sûre que vous êtes mis la pression pour une raison ou une autre. Tout le monde a été chercher son abonnement chez BuzzFeed. Voilà, mais ce truc de contenu, c'est la même chose. À un moment, tu dois tu dois commencer. Tu dois t'y mettre et même les jours où tu n'es pas motivé, au moins faire un pas dans cette direction parce que sinon, c'est trop facile. C'est comme le sport. Hein, le jour où tu te dis non, mais en fait, cette semaine-ci, je n'irai pas à la salle. Il y a grande chance que la semaine d'après, tu n'y ailles pas non plus. C'est le même délire. Et à force de faire, tu construis un système pour te rendre la vie plus facile. Comme le fait que tu vas préparer tes vêtements de sport le matin pour être sûr que tu ne dois pas. Tu vois, faire qu'il y a de moins d'embûches. J'ai pris des pompes pour aller courir. Je suis pas sûr que je vais les utiliser. Voilà. Mets-les près de ton lit, peut-être que demain matin. Donc, c'est vraiment le système de créer une habitude. Et tous les créateurs de contenu, à mon avis, seront d'accord de dire ouais, tu dois t'y mettre régulièrement. Et une fois que c'est une habitude, c'est un style de vie parce que tu l'intègres à tes habitudes et même ta manière de penser. Après, tu es là, ah ouais, tiens, ça, c'est une idée que je vais noter parce que tu sais où la noter, tu sais pourquoi tu la notes et tu sais comment tu vas la réutiliser plus tard. Mais c'est ouf parce que quelque part, quand on voit les jeunes, comment aujourd'hui ils utilisent les plateformes, certains, pas tous évidemment, on est tous différents, mais de poster des stories, d'être tout le temps en train de capturer l'instant sur plein de trucs, et en fait, je pense que dans la grande majorité, ça reste sur leur téléphone. C'est plutôt des souvenirs qui se créent. Enfin, quand je vois un peu mes ados, comment ils fonctionnent, et en posant un peu des questions à gauche à droite, c'est rarement publié en mode j'assume le fait que publiquement, voilà. Ou alors c'est travaillé, c'est mis sur Insta, c'est mis de manière plus pérenne, moins éphémère que dans des stories en tout cas. Alors que ce réflexe-là, ils l'ont. Ou de plus en plus, en tout cas, ils l'ont. Les plateformes ont réussi à... Sur TikTok, c'est encore pire, quoi. Donc, produire des contenus, je pense que vous en produisez, des contenus. Après, c'est pas forcément avec l'objectif derrière de se faire son CV, quoi. Ouais. Sauf que, quelque part... Mais après, ouais, moi, je parle pas tout le temps de customer experience, parce que je pense que tout le monde serait en train de dire, elle est chiante. Moi, je parle de choses qui m'intéressent, je parle de féminisme, je parle de fait d'être indépendante, d'être consultant. Il y a plein de choses qui sont liées à ma vie professionnelle, qui ne dévoilent pas ma vie privée. Genre, je me mets pas à poil sur Internet, au sens figuré. Du coup, j'ai vraiment... je protège des choses de moi, mais je m'expose d'une certaine manière, mais j'expose des idées, ce qui permet aux gens de se connecter à moi, parce que se dire, tiens, on partage ça, on partage ceci, on est des êtres humains, donc il faut pas juste se dire, je dois être un expert en un truc, et puis juste poster sur ce truc-là non-stop, ça va pas fonctionner. Il faut montrer qu'on est un être humain comme un autre, ou être dans la représentation permanente, ou dans la scénarisation de soi et de ce qu'on fait en permanence. C'est mortifère, ça. Ben ouais. C'est un truc en plus, ça se sent vite que c'est du bullshit, quoi. Ou de montrer que des succès alors qu'on se doute bien qu'il doit y avoir plein d'échecs derrière. Parce que et qu'on a tous une sale gueule le lendemain matin d'une cuite. Ouais, voilà. Après, je comprends. Moi aussi, je pose pas des photos de moi avec la tête de travers un lendemain de veille ou je sais pas quoi. Non, évidemment, je vais poster une photo où j'ai l'air bien, mais je veux dire, moi aussi, ça me met plus à l'aise, quoi, comme tout le monde. Mais les histoires que tu racontes peuvent être des histoires où tu t'es senti plus vulnérable. Les gens adorent la vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que c'est précieux et parce qu'en plus, ce n'est pas quelque chose que tout le monde pratique. Ouais. Et le fait d'être vrai, on prend un risque, mais on prend le risque qu'on attire vers soi des gens qui ont le même genre de mindset, qui ont le même genre de valeurs. Et de manière assez, et ça je m'en suis rendu compte avec le temps aussi, ça éloigne les connards. Alors ça c'est bien vrai. Ben oui, parce qu'en fait, ça révèle une force. Et donc, par connard, moi j'entends tous les gens qui volent l'énergie, qui font... Oui, c'est ça. Tous ces gens-là dont on peut se passer parce qu'ils ne nous apportent rien, qui sont en général attirés par notre énergie. Mais en tout cas, de se montrer par exemple vulnérable et honnête, ça montre à quel point on est fort, on est bien dans ses baskets et ça les éloigne. Ils sont plus intéressés
Oui, parce qu'il y en a qui se nourrissent de ça aussi. Exactement. Ça se rend service. Matt donne un bon conseil là, effectivement. Si tu as peur du jugement, tu peux dans un premier temps te faire la main avec un compte anonyme pour tester des choses. Mais dans l'absolu, sache que la plupart des gens restent bienveillants et puis surtout, on n'est jamais complètement anonyme. Ça, faut même le savoir aussi. Internet, c'est pas anonyme. On est dans un pseudonymat. Et à moins de disposer des moyens de la CIA pour réellement couvrir tes traces, ça va être compliqué. Oui, tout finit toujours par se savoir. Est-ce que j'ai upgradé mon background? Oui, j'ai upgradé mon background. Il y a du monde. Merci Matt, à bientôt. Bah oui, tu dois parler des réseaux sociaux avec tes étudiants, ça j'imagine. Merci beaucoup Matt, bonne journée à toi. Je pense qu'il y a Laura aussi qui disait poster des stories est déjà une forme de création de contenu, surtout sur des réseaux visuels comme Instagram. Bah oui, c'est une façon de se faire la main en fait. C'est pour ça que je dis vous êtes déjà des créateurs de contenu, mais oui, tout est contenu aujourd'hui. Enfin, je pouvais. Et là, on va transition. On va parler de ton podcast parce que édition combien? C'est déjà la 3e saison vient de commencer. 3e saison qui a commencé. Oui. 47, voilà, j'ai vu. 47. Là, c'est quoi? C'est des rencontres que tu organises comment? Enfin, comment tu te dis c'est quoi ton processus pour te dire stick to it pour le podcast, j'y vais, je le fais, 3e saison ouais, vas-y, raconte-nous un peu cette expérience-là du podcast parce que là, c'est encore une autre façon de se mettre en scène. Ouais. J'avais découvert le podcast avec une amie. On était toutes les deux super fans et on avait lancé un podcast à l'époque, La Flamme. C'était un des premiers en francophonie belge. Donc, on s'était éclatés. Et donc, j'adorais le format. Je me suis dit, ça, je vais faire. Et quand j'ai eu l'idée de lancer une stratégie de com, je me suis dit, d'officiel podcast parce que ça m'éclate. Et tant qu'à faire un truc qui me plaît et qui m'amuse, ça allait être plus facile pour créer l'habitude. Et donc, dans le sujet de la customer experience, c'est un truc qui commence vraiment à grandir, mais qui est pas encore hyper trendy. Et mais par contre, il y a plein de gens qui sont intéressés. Il y a plein de gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que moi. Et je me suis dit, j'allais tout simplement aller vers eux et leur dire, voilà, j'aimerais bien avoir une discussion, l'enregistrer, en faire un podcast. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, les gens disent rarement non. Ils sont plutôt contents qu'on les invite. En plus de ça, ça nous fait une chouette conversation, un chouette moment. On se met rarement en fait à écouter quelqu'un pendant 30 minutes, 45 minutes en lui posant des questions. Enfin, toi, tu as l'habitude du coup, mais c'est un exercice que peu de gens font. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, super enrichissant. Et je l'ai partagé. Donc, il y a des interviews sur mon podcast, mais il y a aussi des épisodes beaucoup plus courts, de 10 à 15 minutes, où c'est moi qui partage une idée, une méthode, une pensée. Enfin, voilà, c'est un petit peu selon. Et donc, c'est un petit peu mon terrain de jeu, parce que là, je suis pas. Alors, je suis vraiment mes envies. Je rencontre quelqu'un qui m'inspire, je fais vas-y. On se book une date, je suis intéressée par ce que tu racontes et puis je le partage et c'est un petit peu je me dis pas, je vérifie pas les statistiques par exemple du podcast parce que de toute façon c'est une boîte noire ce truc, on sait pas vraiment comment ça rapporte, c'est pas comme une newsletter ou les autres trucs des réseaux sociaux, mais je m'éclate à le faire encore chaque fois que je lance les invitations, on remplit mon agenda, je suis hyper contente, j'apprends plein de trucs. Et c'est un vrai processus d'apprentissage, de formation, parce que moi, je dédie pas mal de temps à me former, à continuer à apprendre. Le podcast fait partie de mes outils d'apprentissage. Et là aussi, avec des workflows, parce que le podcast, il faut là aussi, il y a des processus à mettre en place. J'ai créé un système, là, ça fait plus de 2 ans maintenant que je crée du contenu, donc j'ai un vrai gros système, je l'ai créé sur Notion. Et je vais te le piquer d'ailleurs, faut que je duplique ton truc, parce que moi aussi j'utilise beaucoup Notion, mais j'ai encore des problèmes avec mes bases de données, je n'arrive pas à aller au bout du processus. Voilà, là, pour utiliser un maximum ces idées, parce que allez, quelqu'un passe 30 minutes avec moi à me partager sa science, ses idées, son énergie. J'ai envie de partager sur plusieurs formats différents. C'est ça aussi, les gens se disent « Putain, mais tu produis tellement, on te voit partout. » Parce qu'en fait, je gère le contenu de manière productive, quoi. Parce que quand tu parles pendant 30 minutes, ça fait quelques posts. Et puis, ça, plus mes humeurs du jour, parce que tu deviens de plus en plus confiant. Et donc, à un moment, tu fais même des trucs spontanés comme ça. Où tu vois, ça remplit les réseaux au quotidien, quoi. Ça fait le job. Ça fait le job. Ouais. C'est exactement. Tout comme la newsletter, d'ailleurs.
La newsletter, ouais, c'est mon premier truc. T'as commencé par ça au départ. Ouais. C'est mon premier stress. Avant que les newsletters soient trendy ou Je sais pas ça. J'ai commencé en début 2020, mais est-ce que c'était trendy ou pas avant? Je ne sais pas. ça a recommencé à ce moment-là en fait. Ah ouais? C'était Attends, je suis tellement pour trendy. autant. Enfin moi je pense, moi je pense que les newsletters n'ont jamais été has-been. Ouais, voilà. C'est juste qu'il y a eu tellement d'autres trucs qui paraissaient plus intéressants et puis de se dire. Les newsletters, c'est les mails, c'est les vieux, il n'y a plus moyen d'innover, il n'y a plus moyen de faire. Alors qu'en fait, les newsletters restent le meilleur moyen de faire le dernier kilomètre, comme on dit à la poste. Ouais. C'est pour rentrer dans la boîte aux lettres des gens, c'est le meilleur moyen. Ah ben, ça crée un lien unique, hein, la newsletter. J'ai des gens qui lisent la newsletter depuis le début. Encore aujourd'hui, ils ouvrent et donc c'est des gens qui me répondent à mes mails. Moi, je réponds à mes mails. Enfin, je veux dire, j'envoie un mail, ok, je l'envoie à plein de gens. Mais quand tu me réponds, je te réponds. Et donc, il y a des relations comme ça qui naissent. C'est génial. Ça m'apporte des contrats. Ça m'apporte... depuis 2020, tout est passé... Enfin, tous les contacts que j'ai eus, tous les contrats que j'ai pu faire sont liés à cette newsletter. Donc, c'est vraiment un outil puissant, quoi. Vous les étudiants en particulier là, de l'IEX, vous en pensez quoi des newsletters? Vous les utilisez? Vous êtes abonné à des newsletters? Si oui, lesquels? Ça m'intéresse de savoir comment vous... des coupures dans le micro. Oh. Lequel? Tiens, Le mien, j'ai tiré sur un câble, quoi. C'est des petits... On va essayer d'ajuster ça. Pourtant, j'utilise les mêmes micros que hier, donc c'est un peu bizarre. Il y a trop d'honnêteté pour ton micro. Dites-nous si le son repasse bien. Est-ce que... je parlais des newsletters et des podcasts. Quels sont les... Enfin, est-ce que vous utilisez des newsletters? Est-ce que vous êtes abonné à des newsletters? Et si oui, lesquels? Parce que les newsletters, franchement, je vous donnerai des liens dans le Discord. Vous allez avoir un paquet parce qu'il y a vraiment moyen d'innover en fait avec les newsletters. C'est quoi toi, ton processus de newsletter, c'est quoi? C'est quoi la fréquence? Toutes les semaines. Ouais. Ça aussi, c'est un sacré challenge. Tu la sors à quel moment? Le jeudi matin. Pourquoi jeudi matin? Je sais pas en fait, je sais plus. Et au début d'année, je me suis dit pourquoi est-ce que je la mettrais pas le lundi ou le mardi? Je sais pas pourquoi non plus. Je sais pas, c'est vraiment au feeling. T'avais pas analysé les pics d'audience que tu pourrais avoir en sortant ça à un certain moment donné? Non, au départ c'est purement organisationnel. Et puis voilà. Même maintenant, je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais essayer de la bouger et puis j'ai oublié. Donc c'est toujours le jeudi matin. Je suis abonné à plein de newsletters, je les lis jamais. Ah merde, écoute, voilà. Oui, ça c'est souvent aussi. Mais pourquoi donc restes-tu abonné à ces newsletters? Ça, c'est une très bonne question. Je serais intéressée par ta réponse. Comment tu vois enfin, là, on a des étudiants qui sont en avant-dernière année. Alors, je me sens un peu envahi par les newsletters en général parce que je m'y abonne sans le vouloir. Là, on parle de customer experience plutôt dégueulasse. Ah ouais, mais ça m'énerve aussi. Il y en a, en plus, t'as beau te désinscrire parce que tu dis déjà qu'ils t'ont rajouté par erreur et t'as beau te désinscrire, ils continuent à t'envoyer Ça, c'est insupportable. Oui, non, chez moi, tu peux te désinscrire si tu t'es inscrit et que t'as plus envie, si t'as changé d'avis. Et je vais pas screener les réseaux sociaux pour trouver des emails et les mettre dans ma base de données. Ouais. D'ailleurs, moi, ma base de données, franchement, ça fait maintenant... une bonne année, qu'on est à environ 300 inscrits constamment. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que je la nettoie tout le temps. Les gens, dès qu'ils arrêtent d'ouvrir les emails, je les sors. Les sors de la base de données. Comme ça, je garde que des gens actifs et réactifs sur mon contenu. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'envoyer ma newsletter à 10 000 personnes, ou même à 1000 d'ailleurs. Mais... parce que voilà, c'est un contact spécifique, c'est une connexion spécifique qui, si quelqu'un pense que je peux l'aider, je suis ravie et c'est mon objectif. Donc ça m'intéresse pas. Ce que tu mets dans ta newsletter, c'est la même chose que ce que tu postes sur les réseaux sociaux ou c'est du contenu supplémentaire, c'est de la curation, c'est un mélange de tout ça, c'est quoi? C'est du contenu, c'est différent des réseaux sociaux. Parfois, après, si je vois que c'est un contenu qui a vraiment fait réagir, j'en fais un podcast derrière. Okay. Mais sinon, la newsletter, c'est un truc plutôt spontané, très
très, très nouveau. Je parle aussi des podcasts quand j'ai des apprentissages de podcasts. Donc ça, c'est un peu moins spontané fatalement parce qu'il y a eu un podcast avec un invité, je veux dire. Donc je partage aussi les apprentissages par rapport à ce podcast. Mais en général, c'est moi qui partage ma dernière histoire de mindset, de méthode, de collaboration, comme je disais, être une meuf en business, un consultant. Enfin voilà, je partage tout ce qui fait à mon quotidien et les trucs qui m'intéressent. Tu parlais de Notion pour ton workflow. Tu as d'autres outils que toi tu utilises pour améliorer ton propre processus de production de contenu, parce que quand on est tout seul, c'est compliqué. C'est quelque chose qui doit rentrer dans des habitudes aussi. Tu as d'autres outils dont tu conseilles l'usage? Pour le contenu anglophone, je ne suis pas sûre que ça va parler beaucoup aux étudiants, mais il y a la plateforme de montage Descript qui permet de faire du montage vidéo et audio sous forme d'un traitement de texte, ce qui semble dingue, mais c'est le meilleur outil que j'ai jamais utilisé. Je suis ultra fan. Je vais essayer de vous montrer. On vous mettra le lien de toute manière dans le... Alors... Tu regardes leurs vidéos d'introduction, tu fais OK, c'est pour moi. Et en fait, par exemple, ça m'a fait gagner un temps fou parce qu'avant, j'utilisais la suite Adobe pour faire les montages audio et vidéo, mais c'était... ça prenait du temps. Et ça me prend zéro temps. Enfin, zéro. Ça me prend vraiment beaucoup moins de temps qu'avant. Et ça a changé ma vie. Donc, c'est un petit peu la recherche. Une fois, c'est ça le truc. Ah ouais, c'est ça. Easy as a doc. Donc, c'est ça, en fait. Oui, tu édites ton texte avec des commandes super simples et ça te fait tes montages de manière incroyable. Donc, ça a changé ma vie dernièrement. Et puis, mais donc les outils, c'est un truc sur lequel tu investis à force. Parce qu'à un moment, quand tu sais vraiment ce que tu fais, quand tu as construit ton système, là, tu peux te poser la question de l'outil. Mais j'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone avec un software gratuit. Ça m'a mis des heures. Et voilà, c'est comme j'ai investi au fur et à mesure. Ton podcast, tu l'enregistres comment? Enfin, c'est quoi les outils que tu utilises? Maintenant, j'ai un micro de la marque Yeti et puis j'utilise Descript. Point. Pareil. Ouais. Okay. Donc, le plus simple possible, j'essaie d'avoir le minimum d'outils parce que chaque outil te prend du temps. À l'apprentissage, ça c'est clair. Et puis ça a un coût aussi, puisque généralement les plateformes qui font les trucs vachement bien, elles ont un pricing qui est freemium. Et puis on est toujours frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Et c'est à ce moment-là quand on commence à payer. Et généralement, ça tourne toujours à une dizaine d'euros par mois. Ça devient vite cher, quoi. Faut pouvoir le sortir. Ah oui. Mais après, j'utilisais la suite Adobe avant, quoi. Et là, maintenant, j'ai viré la suite Adobe. Et carrément, okay. Je travaille avec Descript et Canva. Et Canva, qui fait très très bien le job aussi. Mais ouais, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Donc, donc c'est ça, maintenant, là, je suis plus dans la recherche d'outils qui simplifient ma vie, de trouver des gens à qui je peux déléguer certains trucs pour aussi les trucs dans lesquels je ne suis pas forcément bonne, parce que je me suis amusée à tout faire, mais je ne suis pas bonne dans tout. C'est juste pas possible. Bah non, voilà. Descript, c'est un tool de ouf, ouais. Mais c'est vrai que ça fonctionne particulièrement pour l'anglais, pour la traduction automatique. Oui, ça n'existe pas en français. En français, malheureusement, ça marche moins bien. Ça marche même pas du tout, je pense. Ça n'existe pas en francophone. J'imagine que ça arrivera le seul tool qui fait à peu de choses près ça et qui le fait plutôt bien d'ailleurs en francophone, c'est l'application Clip sur iOS. Qui malheureusement n'existe pas sur Android, mais c'est une application qui est native si vous avez un iPhone. Ça s'appelle Clip, C-L-I-P. Oui, c'est moins bon, mais ça marche bien. Spoke.app en français. Ah voilà, ça je connaissais pas, Spoke.app. Si vous avez d'autres outils de ce genre-là, ah oui, partagez-les. Parce que on me demande souvent si j'ai pas un truc similaire en français. Ouais. J'en ai pas jusqu'à maintenant. Donc si vous avez, partagez. Il y a Clip, voilà. Moi, c'est celui que je connais, C-L-I-P. Mais c'est que sur iOS. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les gens? N'hésitez pas. Il y a les questions des outils. On vous mettra les liens dans le Discord. Donc, voilà, si vous nous avez rejoints en cours de route, n'hésitez pas à venir sur davedac.media, c'est le Discord du lab où les invités sont là, les étudiants sont là, il y a tous les
Voilà, tous les contenus que nous aussi on produit avec, entre autres, Scan qui est, qui est là-bas. Et François Rémy aussi, voilà, journaliste qui travaille beaucoup sur toutes ces matières liées à la blockchain, avec qui on sera cet après-midi d'ailleurs. Voilà. Il est 10h20. Je vous propose d'en rester là si vous n'avez pas d'autres questions. Merci Amélie. Mais avec plaisir, merci de m'avoir écouté. On te retrouve sur ton site, sur ta newsletter et ton podcast. Sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà. Franchement, il faut faire exprès pour ne pas me trouver. N'hésitez pas à vous connecter à elle. Voilà. Le problème du speech to text, c'est que toute l'innovation est d'abord surtout en anglais. Ouais, c'est à chaque fois, c'est à chaque fois pareil. C'est d'abord pour l'anglais. Question de marché. Hein. Bah ouais. Question de marché. Bah ouais, c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'anglais. Voilà. Je suis Amélie sur Instagram. Je vais m'inscrire à sa newsletter. Bienvenue. Voilà, merci à tous. Passez une bonne fin de matinée. Les étudiants de l'IEX, vous savez ce que vous avez à faire par rapport au spotting. Et puis tous les autres, où est-ce qu'on va aller faire un tour? Merci au background toujours aussi bon. Oui, évidemment. Où est-ce qu'on va? Un petit feu pour le live de l'après-midi. Le live de l'après-midi, on va avoir des gens qui vont venir parler de blockchain, de crypto-monnaie, de NFT, de métavers sans doute aussi, d'un point de vue contenu, d'un point de vue expérience, d'un point de vue légal. Voilà, toute une série de gens qui vont appliquer. Et